Cette encyclopédie est née le 6 janvier 1927 dans le village de Beleyane dans la commune d'Agbou, à Béjaïa, d'une famille pauvre comme d'autres familles algériennes dont les terres ont été confisquées par le colonisateur. Il a commencé son parcours éducatif dans la mosquée de son village, il a appris le Coran et a reçu les principes de la langue auprès des cheikhs Mohamed Ancran et Mohamed Aksou, puis il a rejoint l'école primaire française. Sa présence n'a pas duré longtemps, car il a été expulsé, en raison de son désaccord avec son professeur qui insultait l'islam, et la police française a enquêté sur lui alors qu'il n'avait pas plus de 10 ans, en raison de son immersion dans les valeurs islamiques et nationales. Après cet incident, il a rejoint une école affiliée à l'association des oulémas musulmans algériens à Béjaïa. En 1946, il intègre l'université des Zitouna en Tunisie et adhère au Parti populaire. Après avoir obtenu son certificat national, il part en Égypte et à la faculté des lettres, il se spécialise en philosophie, où il est premier de sa promotion, baccalauréat, diplômé en 1952, il commence à publier quelques articles dans le journal Albasser et prend la responsabilité de la branche étudiante. Il est affilié au mouvement de la Victoire pour les libertés démocratiques à Tunis et au Caire. En 1954, il entre à l'Université de Paris et s'inscrit en doctorat sur une recherche intitulée « La liberté chez les Mu'tazila ». Mais il abandonne le projet en 1956 en réponse au mot d'ordre de grève lancé par l'Union des étudiants musulmans algériens, puis le harcèlement de la police française l'oblige à quitter le territoire français et à se diriger vers la République tchèque, où il s'inscrit à nouveau pour une recherche doctorale, la liberté selon Kant, mais le devoir national l'appelle. À nouveau, alors il se précipite à sa rencontre et se dirige vers l'Allemagne. Lors des négociations d'Évian, Saad Dallab lui confie la tâche de préparer une réponse aux négociateurs français, qui insistent sur le fait que le Sahara n'a rien à voir avec l'Algérie. Après l'indépendance, il occupe plusieurs postes, dont celui de directeur politique au ministère des Affaires étrangères en 1963 et conseiller à la présidence de la République en 1967. Il a également assumé le poste au ministère de l'Éducation et des Affaires religieuses en 1970, puis en 1979, il a été nommé conseiller des médias à la présidence de la République. Il a également assumé la présidence de la Cour suprême Conseil pour la généralisation de l'usage de la langue arabe jusqu'en 1989, il a supervisé la revue Al-Asala. Mouloud Qassem se distinguait par sa religiosité et sa fierté de son identité arabo-islamique et de ses origines amazighes, et il s'est levé pour défendre l'histoire de l'Algérie contre toute déformation. Il se caractérisait également par son activité, sa vitalité et sa discipline au travail, et il était soucieux de respecter le temps, il était également très en colère contre les paresseux au travail. Et il était connu pour sa modestie et son interaction avec les classes populaires. Après l'indépendance, Mouloud Qassem avait le droit de se reposer ou de se consacrer à ses intérêts personnels qu'il avait sacrifiés au nom du travail révolutionnaire, mais les conditions du pays ne le lui permettaient pas. Il s'est donc soulevé pour relancer les fondements de la nation algérienne, de la religion, de la langue et de la gloire, qui se manifestent dans la lutte et les efforts de Mouloud Qassem pour l'arabisation. Il lui est difficile de savoir que l'homme maîtrisait 9 langues internationales, dont le suédois, l'allemand et l'anglais, était très désireux de redonner à la langue arabe son statut. Et il était également un rejet de toutes les théories intellectuelles nationalistes et baptistes qui voulaient faire de la langue une religion, donc il a toujours défendu. La langue arabe, il disait, avait dirigé le monde auparavant, et il a exprimé son espoir de la voir revenir. Il a fait de grands efforts pour y parvenir car il était convaincu de ce qu'il disait et faisait. Parmi ses ouvrages les plus importants dans ce domaine, on peut citer Béjaïa, l'islam a enseigné les mathématiques à l'Europe dans la langue de l'arabisme, qui est un ouvrage qui a prouvé que l'arabe est capable d'absorber toutes les sciences. Quant à la question de l'histoire de l'Algérie dans la pensée de Mouloud Qassem, peut-être parmi les points sur lesquels Mouloud Qassem s'est différencié des autres, il y a l'histoire de l'Algérie et ses débuts. À une époque où certains allaient considérer l'indépendance de l'Algérie comme la d'autres ont affirmé que la conquête islamique en était le début. Entre-temps, Mouloud Qassem a publié une étude historique qu'il a intitulée « La personnalité internationale de l'Algérie avant 1830 », dans laquelle il est revenu sur les origines anciennes de cette nation qui a toujours eu un rôle dans l'histoire. Lorsque l'ancien président français Giscard d'Estaing a dit au défunt président Houari Boumedienne « La France historique tend la main à la jeune Algérie », Mouloud s'est mis en colère et a dit au président Boumedienne « Il nous insulte », il a également contribué, par le biais des forums de pensée islamique, à mettre en lumière le passé de l'Algérie et sa contribution à la civilisation islamique. Le roi Jugurtha est considéré comme la fierté de Mouloud Qassem et la source de ses problèmes dans ses recherches historiques. Il était très impressionné par lui et son rôle, car il considérait Jugurtha, selon Mouloud Qassem, comme l'un des héros les plus importants de l'Algérie dont nul ne peut pas abandonner. Il considérait que la fierté qu'il portait à eux ne se contredisait pas à l'appartenance à l'islam, comme il écrivit dans le contexte, affirmant que la lutte des héros précédents était une source de fierté dans les moments difficiles, et en raison de sa grande influence sur Jugurtha, il a donné son nom à son fils aîné et en retour a donné à sa fille le nom d'Algérie. Il convient également de noter les postes dans lesquels Mouloud Qassem a su allier détermination et estime de soi,
ce qui l'a amené à dire au président Boumedienne après un désaccord entre eux « Je préfère être portier en Suède que ministre dans un gouvernement faible ». Il a fait la même chose en 1971 lorsqu'il est allé en visite en Russie. Et quand il est arrivé à l'aéroport et a appris qu'il était reçu par un membre du ministère des Affaires étrangères, alors il a refusé de descendre de l'avion et est retourné en Algérie. Il a justifié sa position en disant que s'il était descendu de l'avion et avait été reçu par un membre ordinaire du personnel, cela aurait été une dérogation à la valeur de l'Algérie. Il a dit aux Russes qu'il n'entrait dans leur pays à moins que quelqu'un du rang de ministre ne vienne le recevoir. Au plus fort de la joie de Mouloud Kazem, face au succès de l'enseignement traditionnel et à la supériorité de ses élèves par rapport aux élèves des autres écoles ordinaires, la Charte nationale est venue annoncer l'annulation de l'enseignement traditionnel. Malgré son choc, il a continué à essayer de sauver le projet, mais le projet s'est désintégré entre ses mains. Mouloud Kazem décède le 27 août 1992 dans la capitale des suites d'une maladie soudaine. Il est enterré au cimetière d'Alia et laisse derrière lui de nombreuses œuvres, notamment Aniya et Azala, quelques réalisations du 1er novembre, la personnalité internationale de l'Algérie et ses prestiges mondiaux avant 1830. C'est Mouloud Kazem, celui qui aimait l'Algérie jusqu'au bout des ongles.